L'année dernière, nous avons voté à l'Assemblée nationale la loi Élan. C'est une loi merveilleuse qui s'occupe à réduire le coût de construction d'un logement. Mais le coût de construction d'un logement n'est qu'un élément du prix de logement. L'autre élément, c'est le prix du foncier, le prix sur lequel est construit ce logement. Et donc, au moment où, en tant que porte-parole du groupe Modem, j'ai dit à Julien de Normandie que nous allions bien évidemment voter le texte de loi, je l'ai également engagé à entamer une réflexion sur la part foncier, c'est-à-dire sur la part du terrain sur lequel est assis le logement, de manière à réfléchir à améliorer le prix de ce foncier. Parce qu'on a pu se rendre compte qu'en 10 ans, le prix du foncier a augmenté de 71% en moyenne en France, alors que le prix du logement n'a augmenté que de 34%. Il y a donc des efforts à faire. Le rapport que j'ai remis au Premier ministre il y a maintenant 15 jours comprend 50 propositions. Plus de la moitié sont à destination des maires pour les aider, mais plus de la moitié concerne un certain nombre d'enjeux. Le premier enjeu, c'est de casser l'engrenage infernal de la hausse. Pour casser cet engrenage infernal de la hausse, il y a deux dispositions essentielles. La première est d'interdire aux collectivités locales et à l'État de lancer des enchères sur le foncier qui ont tendance à faire monter le prix du foncier. La deuxième est de mettre en place la transparence pour les marchés privés et notamment mettre en place des observatoires du foncier, ces observatoires qui auront pour but de tracer la totalité des informations relatives aux ventes. C'est en mettant en place des observatoires du foncier que l'on met en place la transparence nécessaire à obtenir l'information pour tout un chacun, que ce soit tous les acteurs de la chaîne du foncier, mais également le grand public. J'ai eu beaucoup de questions pendant ces auditions. J'ai auditionné plus de 230 personnes. Et parmi une majorité de ces personnes, j'ai eu comme retour le fait que les élus locaux avaient trop de pouvoir et que c'était probablement eux qui retenaient l'acte de construire. Je pense qu'au contraire, les élus locaux doivent rester maîtres et doivent rester au cœur de l'acte de construire. D'abord, c'est l'ADN du mouvement démocrate, c'est mon ADN également en tant qu'élu local. Les élus locaux doivent avoir beaucoup plus d'outils pour mettre en œuvre cet acte de construire. Ils doivent avoir des outils, mais ils doivent avoir aussi plus de culture, plus d'acculturation sur la notion de foncier. Aujourd'hui, la notion de foncier est beaucoup trop souvent absente, même des grandes agglomérations françaises. Les élus locaux doivent disposer d'outils beaucoup plus simples et beaucoup plus à leur main. Je pense que par exemple, une déclaration d'utilité publique pour créer des réserves foncières doit pouvoir être mise en œuvre. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut absolument un projet bien ficelé. Or, un projet d'urbanisme, c'est quelque chose qui va durer sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, alors que la durée du mandat, c'est un CDD de 6 ans, peut-être renouvelable. Donc on n'est pas sur les mêmes durées. Donc il faut absolument permettre aux élus qui le souhaitent d'être visionnaires. Certains maires ont trouvé l'idée de mettre en place des chartes promoteurs qui régulent les prix, c'est-à-dire qui engagent les promoteurs à mettre des prix de sortie particuliers, que ce soit pour le logement social, l'accession sociale et éventuellement aussi le logement libre. Ces chartes promoteurs aujourd'hui sont à la limite de la légalité. Ça ne fonctionne que parce qu'il y a un gentleman agreement entre les uns et les autres. Ce que je souhaiterais mettre en place, c'est une véritable légalisation de ces chartes, à ceci près que je pense que le prix du libre ne doit pas y figurer. Aujourd'hui, dans les zones tendues, le foncier représente 30, 40, 50, voire 58% parfois à Paris du prix global d'une opération. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on arrive à mettre d'un côté le prix du foncier et de l'autre côté le prix de l'appartement, on va pouvoir permettre aux personnes qui sont exclues des zones tendues de pouvoir revenir. Donc ce que je propose, c'est de généraliser le système qui est actuellement en vigueur pour les OFS et de mettre en place des organismes de foncier libres, des OFL, qui vont acheter des terrains, qui vont acheter l'emplacement pour faire un immeuble ou un quartier. Et dans ces quartiers, il va faire construire par un promoteur des logements et ces logements vont être vendus. Donc l'acquéreur va être propriétaire du bâti et va verser une redevance mensuelle au propriétaire du foncier. Il va donc pouvoir acquérir un bien à 30-40% moins cher et sur la durée va pouvoir revenir en tout cas habiter en ville, c'est un système qui va permettre à toutes les classes moyennes qui aujourd'hui sont exclues du centre-ville de pouvoir revenir en zone tendue.
Cette dissociation du foncier et du bâti ne remplace pas le droit existant. Les deux premiers droits, qui sont la propriété classique et le démembrement, continuent à exister. Je propose simplement de rajouter un troisième droit que les maires utiliseront ou n'utiliseront pas en fonction de ce qu'ils souhaitent. Nous sommes tous d'accord qu'il faut cesser d'artificialiser de nouvelles terres. Aujourd'hui, l'étalement urbain est une catastrophe, à la fois pour les transports en commun qui deviennent plus pertinents parce que c'est trop long, et parce qu'on finit par consommer des terres maraîchères, des terres agricoles, et on n'est plus du tout dans cette vision-là aujourd'hui en 2019. Il faut réutiliser du foncier qui existe, et il y en a. Au centre de toutes nos villes, vous avez des friches industrielles, des friches commerciales, des friches administratives, des dizaines d'hectares qui sont totalement inutilisés et qui pourraient servir à construire du logement. Donc ce que je propose, c'est d'identifier toutes ces friches de manière à pouvoir voir comment on peut, éventuellement avec des fonds d'État, participer à leur dépollution pour que ça aille beaucoup plus vite. Mais il n'y a pas que les friches, il y a aussi tout un tas de foncier que nous ne voyons pas parce que nous y passons tous les jours. C'est le foncier aérien. Au-dessus des toits des immeubles, vous avez la possibilité peut-être de construire un étage, 2 étages, parfois 3 étages. Mais en tout cas, faire un geste architectural qui va vous permettre d'intégrer ou de mieux intégrer un certain nombre d'immeubles dans nos villes et surtout de rehausser et de mettre en place quelques logements de plus. Ça aura l'avantage, de mettre en place de la mixité sociale, si vous avez des logements libres qui sont construits sur des logements sociaux. Vous avez également l'avantage de récupérer des fonds pour permettre à des copropriétés dégradées ou en tout cas passoires thermiques d'avoir les finances qui vont bien pour faire de la réhabilitation énergétique, ce qu'aujourd'hui les copropriétaires ne peuvent pas faire. Aujourd'hui, les friches majeures sont des friches industrielles ou administratives de l'État, et souvent c'est le ministère des Armées. Le temps de cession de ces friches est énorme. J'ai un exemple au centre-ville d'une grande métropole, en plein centre-ville, entre 2 stations de métro, 14 hectares qui sont totalement à l'abandon depuis 14 ans et sur lequel il n'y a pas un coup de pioche qui a été fait. Donc l'État peut par exemple utiliser la dissociation du foncier et du bâti dont je vous parle avec une agence de valorisation qui aurait pour mission simplement, le temps qu'on évalue le prix, qu'on se mette d'accord, de construire un certain nombre de bâtiments, de permettre de l'accession à la propriété sur ces bâtiments en dissociation du foncier et du bâti et éventuellement de loger ses fonctionnaires, puisque les fonctionnaires d'État ne sont pas obligatoirement des gens qui ont de très grands revenus et ce sont souvent des gens qui sont eux aussi obligés d'aller habiter à 10, 20, 30 km des zones tendues. En conclusion, je voudrais vous dire qu'un projet de loi est issu de ce rapport. Le rapport comporte 50 mesures, le projet de loi n'en comporte que 6, ne serait-ce que parce qu'il doit être examiné dans une niche parlementaire. C'est un outil de l'Assemblée nationale qui permet à des groupes de présenter des propositions de loi, mais qui doivent rester dans une journée. C'est pour ça qu'on ne garde que certaines mesures. Ce projet de loi est examiné hier en commission des affaires économiques et sera présenté dans l'hémicycle la semaine prochaine. Toutes les autres mesures sont à la disposition du ministre pour continuer à avancer. Il y a des mesures de nature fiscale. Je vous invite à regarder cette mission si vous ne l'avez pas encore sur mon site internet jeanluclaglaise.fr. Le rapport peut être téléchargé gratuitement.